Je me tenais à l'extérieur de la salle de conférence, juste assez près pour entendre mon patron prononcer les mots. Elle n'a pas l'étoffe d'une dirigeante. Pas d'hésitation. Pas de seconde pensée. Comme s'il balançait les nouvelles d'hier. À travers l'étroite vitre, je les regardais rire, serrer la main et avancer, déjà certain que je resterais assez petit pour ne pas le menacer. Quelque chose en moi brûlait plus fort que jamais. Il pensait que c'était la fin de mon histoire. Mais ce qu'il ne savait pas, 2 nuits plus tôt, j'avais déposé les papiers pour créer ma propre entreprise. Ce n'était pas un rêve, pas un plan, une décision. La prochaine fois qu'il verra mon nom, il ne figurerait pas sur une liste d'employés, il figurerait sur la liste des entreprises qui le dévora vivant. Je m'appelle Lauren Grant. Pendant 5 ans, j'ai saigné pour cette entreprise. Tard dans la nuit. Les projets dont personne ne voulait. Le mentorat des embauches que tout le monde a oublié. Je pensais que si je donnais suffisamment, quelqu'un le remarquerait. Quelqu'un ouvrirait une porte. Ce quelqu'un était censé être Daniel Hastings, mon directeur. Daniel, c'est le charisme de l'entreprise en bouteille. Des discours bien ficelés, de grandes promesses, le genre de leader qui prêche la construction des gens pendant les réunions et qui les déchiquette derrière les portes closes. Lorsque l'entreprise a annoncé un programme de développement du leadership, j'ai pensé « Enfin, quelqu'un allait voir le travail que j'avais fait. Enfin, j'aurais ma chance. » Des semaines d'entretien, évaluation d'équipe, heures supplémentaires non rémunérées. Jusqu'au jour où Daniel m'a appelé dans son bureau. Daniel s'est adossé à son fauteuil en cuir, a plissé les doigts comme un diseur de bonne aventure et a dit « Tu es bon dans ce que tu fais, mais tu n'as pas l'étoffe d'un leader. Reste peut-être dans ta voix. » Les mots n'ont pas fait mal. Pas vraiment. Ils ont tout clarifié. J'ai compris. Peu importe à quel point je travaillais dur, je ne serai jamais plus qu'une note de bas de page pratique dans l'histoire de la réussite de quelqu'un d'autre. Non, à moins que je n'écrive le mien. Après cette rencontre, quelque chose a changé en moi. J'ai continué à venir. J'ai toujours fait le travail. Mais maintenant, je regardais. Différemment. Les schémas que j'avais été trop loyale, trop pleine d'espoir, pour voir auparavant sont devenus clairs comme de l'eau de roche. Daniel a promu des gens qui étaient plus bruyants, pas plus intelligents. Il a fait l'éloge de qualités de leadership, qui ressemblaient beaucoup à de l'arrogance. Tandis que la collaboration réelle et la stratégie discrète étaient d'elle considérées comme des rôles de soutien. Il a jeté son équipe sous le bus quand les projets ont échoué, mais il a sprinté jusqu'à l'avant de la file d'attente lorsque les caméras se sont montrées. Et chaque fois qu'il souriait pour la salle de réunion, une autre fissure s'ouvrait sous lui. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais concentrée. Pendant que Daniel distribuait des titres creux comme des bonbons, je construisais quelque chose de réel. La nuit suivant cette réunion, je suis rentrée chez moi. J'ai regardé le plafond jusqu'à 2 heures du matin. Puis je me suis levée et j'ai rempli les papiers pour créer ma propre SARL. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas tape à l'œil. C'était le mien. Le jour, j'étais assis dans des réunions sans intérêt où mes idées étaient rejetées. La nuit, je construisais des systèmes. J'ai contacté d'anciens contacts. J'ai fait des recherches sur toutes les erreurs que Daniel a commises devant moi. J'ai observé comment il facturait trop cher à ses clients et ne livrait pas assez. Comment il s'accrochait au passé parce que l'innovation était synonyme d'effort. Comment il traitait son équipe comme des pièces détachées et jetables au lieu d'en faire le moteur. Chaque mauvaise décision, j'ai pris des notes. J'ai écrit le manuel de jeu pour savoir exactement ce qu'il ne faut pas devenir. Daniel pensait qu'il me donnait une leçon pour que je reste à ma place. Il l'était, mais pas celui qu'il pensait. Je ne restais pas dans ma voie. Je préparais ma propre autoroute. Et bientôt, je n'aurais pas besoin de sa permission pour conduire. Le point de rupture n'est pas venu avec une explosion dramatique. Pas de cris, pas de départ en trombe. Juste de l'humiliation froide, déguisée en retour d'informations constructifs. Cela s'est passé pendant la réunion de direction du lundi matin, celle qui décide de tout, des promotions aux primes. J'avais passé des semaines à préparer une stratégie de croissance pour mon département.
de nouveaux entonnoirs d'acquisition de clients, des optimisations de flux de travail, et même un programme de mentorat pour développer les talents juniors. Je me tenais là, un cliqueur à la main, et je les guidais diapositive par diapositive. Je l'ai vu dans leurs yeux, ils hochèrent la tête, griffonnaient des stylos, échangeaient des regards. Ils savaient que c'était bien. Je savais que c'était bon. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose vaciller en moi. L'espoir. Peut-être, juste peut-être, que c'était le moment où ils allaient enfin voir ce que je portais depuis le début. Mais quand j'ai terminé, la pièce est devenue silencieuse. C'est alors que Daniel, mon patron, s'est éclairci la gorge. Il s'est adossé à sa chaise, ce sourire suffisant et indulgent s'étirant sur son visage, celui qu'il réservait aux personnes qu'il jugeait utiles, mais finalement jetables. C'était mignon, a-t-il dit, en feuilletant mon dossier imprimé comme s'il s'agissait d'un livre de coloriage pour enfants. Mais soyons honnêtes, tu n'as pas l'étoffe d'un chef. Les mots ne ressemblaient non même pas à une gifle. Ils ressemblaient à une porte qui se ferme. J'ai cligné des yeux une fois, 2 fois. Le reste de la salle a fait semblant de ne pas entendre. Personne n'a levé les yeux. Personne n'a dit un mot. La voix de Daniel continuait à percer le silence, douce et condescendante. Tout le monde n'est pas fait pour être conducteur. Certaines personnes feraient mieux de rester dans leur voie. Tu es bon dans ce que tu fais, mais ne te mets pas en avant. J'ai senti le sang s'écouler de mon visage. Pas parce que je l'ai cru, mais parce que j'ai réalisé, à ce moment-là, qu'il le croyait. Peu importe à quel point j'ai travaillé dur. Peu importe le nombre d'incendies que j'ai éteints, le nombre de week-ends que j'ai passés à réparer des dégâts que personne d'autre n'avait vus. Daniel avait déjà écrit l'histoire dans sa tête. J'étais un bruit de fond. J'étais un meuble. J'étais remplaçable. Et aucune quantité d'heures supplémentaires ou de dépassement de soi n'allait la réécrire. J'ai donc souri. Je l'ai remercié pour ses commentaires. J'ai rassemblé ma présentation, mon cliqueur et toutes les bribes de dignité que je pouvais encore tenir dans mes mains tremblantes. Mais ce que Daniel ne savait pas, ce qu'il n'a même pas pris la peine de demander, c'est qu'il y a 2 semaines, j'avais déjà déposé les papiers de ma SARL. C'est qu'il y a 2 semaines, j'avais déjà déposé ma demande de création d'une SARL. Et le petit hobby, dont il aimait se moquer en passant, ce n'était plus un passe-temps. C'était un plan d'évasion. C'était une déclaration. Ce matin-là, il pensait clore le chapitre de mon ambition. Il ne savait pas qu'il allumait l'allumette qui allait brûler tout l'édifice. Je n'ai pas quitté le bureau en claquant la porte. Je n'ai pas renversé un bureau. Je n'ai pas rédigé une lettre de démission dramatique à poster sur LinkedIn pour obtenir quelques likes de pitié. Non, cela aurait donné à Daniel la satisfaction de penser qu'il m'a fait peur, et il ne méritait pas ça. Au lieu de cela, je suis restée calme, plus froide que ce à quoi il s'attendait. J'ai terminé mon travail. J'ai respecté toutes les échéances. J'ai souri poliment à chaque commentaire passif-agressif qu'il lançait à travers la pièce comme un enfant qui teste les limites. Laisse-le croire qu'il a gagné. Parce que pendant que Daniel pensait que je restais dans ma voie, j'étais en train de tracer les plans d'une toute nouvelle autoroute. À chaque pause déjeuner, je me glissais de l'autre côté de la rue jusqu'au petit café aux tables bancales et à la mauvaise connexion Wi-Fi. Et j'ai tranquillement construit un empire avec des serviettes et de la caféine. Pas un vague rêve d'un jour, un véritable plan structuré de mise sur le marché. J'ai élaboré des services qui ciblaient les plus grandes faiblesses de Daniel, la communication bâclée, les délais non respectés, les solutions génériques et copier-coller qui traitaient chaque client comme un numéro. J'ai élaboré des modèles de tarification qui n'étaient pas seulement justes, mais aussi magnétiques. Ils étaient magnétiques. J'ai esquissé une marque qui dégoulinait de tout ce que l'agence de Daniel avait perdu. La rapidité, la transparence, la loyauté féroce. Chaque fissure dans ses fondations était une porte qui s'ouvrait pour moi. J'ai commencé à tendre la main, discrètement,
Je n'ai pas braconné, je n'ai pas mendié, j'ai simplement partagé ma vision avec des designers, des chefs de projet et des talents indépendants qui ressentaient déjà la même frustration, qui s'enfonçaient lentement. Je n'ai pas eu à voler qui que ce soit. Je devais juste leur donner un avenir qui vaille la peine d'être choisi. Les nuits, les week-ends, les jours fériés, pendant que Daniel se vantait de son leadership naturel lors des happy hours, j'apprenais le droit des contrats. Je me formais au droit des contrats. J'apprenais à acquérir des clients. Je regardais des tutoriels YouTube sur les pitchs à 1h du matin, avec un babyphone qui bourdonnait à mon coude. Ce n'est pas la rage qui m'a poussé à agir. Je n'étais pas motivé par la vengeance. J'étais alimenté par la clarté. Daniel m'avait offert le plus beau cadeau de ma vie, la preuve indéniable que je ne pourrais jamais devenir ce que j'étais censé être sous son plafond, la preuve indéniable que je ne pourrais jamais devenir celle que je suis censée être sous son plafond. Et s'il ne veut pas ouvrir la porte, je construirai moi-même toute cette foutue maison, brique par brique, client par client, victoire par victoire. Le meilleur? Je n'ai pas eu à le prévenir. Je n'ai pas eu à faire de scène. Je laisserai les résultats entrer avant même d'avoir à le faire. Avant de signer un seul client, je me suis fait une promesse. Pas d'ombre, pas de raccourci, pas de mission de vengeance. J'ai démissionné de l'agence de Daniel, discrètement, professionnellement, sans le moindre remous. Je lui ai serré la main. J'ai souri, et je suis sortie par la porte d'entrée, comme si je n'étais qu'une autre employée épuisée à la recherche d'un équilibre. Mais je ne courais plus après quoi que ce soit. Je construisais. Avec ma démission derrière moi, j'ai tout versé dans Clarity Collective. De longues nuits à rédiger des propositions, des après-midi interminables à apprendre comment coder un site web à partir de zéro, des week-ends sans sommeil à concevoir des offres de services et à envoyer des courriels à froid à des clients potentiels, avec 2 enfants en bas âge sur mes genoux et un rêve qui bourdonnait si fort dans ma poitrine que j'ai cru qu'il allait me faire craquer. Je n'avais pas de baby-sitter. Je n'avais pas d'investisseur. Je n'avais pas de plan B. Tout ce que j'avais, c'était la foi. Et pour la première fois depuis des années, c'était suffisant. Au début, l'élan ne ressemble pas à un raz-de-marée. Il ressemble plutôt à une ondulation. L'ami d'un ami m'a demandé si je pouvais l'aider à élaborer une stratégie de marque pour sa start-up. Un ancien client a glissé dans mes DM, frustré par le fait que leur coûteux contrat avec l'agence de Daniel ne leur apportait rien d'autre que des excuses. J'ai accepté tous les projets qui se présentaient à moi. Aucun travail n'était trop petit. Aucun client n'était trop vert. Un rafraîchissement de logo pour une boulangerie artisanale, c'est fait. Un audit des médias sociaux pour un fondateur d'entreprise technologique travaillant dans son garage. J'étais là avec un café et un plan. Chaque projet était traité comme un contrat d'1 million de dollars, qu'il ait un budget ou qu'il soit juste une croyance. Pendant que Daniel était occupé à courir après les titres, je courais après la confiance. J'ai veillé jusqu'à 2h du matin pour peaufiner des propositions. J'ai personnalisé les produits à livrer dans les moindres détails, comme j'aurais aimé que quelqu'un le fasse pour moi. Et la nouvelle a commencé à se répandre. Non pas par des titres viraux ou des panneaux d'affichage tape à l'œil, mais par des chuchotements, des références, des échanges silencieux autour d'un mauvais café et des courriels tard dans la nuit. Pendant ce temps, en coulisses, j'ai officialisé les choses. Clarity Collective était née. Le nom avait de l'importance. La clarté avait été ma survie quand tout le reste était flou. Et maintenant, ce serait la pierre angulaire sur laquelle je construirais tout. J'ai mis à jour mon vieil ordinateur portable. J'ai esquissé un site web propre et net sur des modèles et des grilles gratuits. Pas de cloche, pas de sifflet. Juste une simple promesse. Une stratégie qui tranche avec le bruit. Pendant que je construisais mon avenir, Daniel défaisait son propre empire au ralenti. Il a célébré des victoires mineures comme s'il s'agissait d'Oscars. Il a ignoré les drapeaux rouges comme s'il s'agissait de confettis. Il s'attribuait le mérite des projets réussis et poussait les blâmes comme des charbons ardents lorsqu'ils ne réussissaient pas. Il a redoublé d'arrogance, alors même que l'industrie se déplaçait tranquillement sous ses pieds. On le sentait dans les couloirs, les sourires cassants,
les poignées de main raides, la façon dont même les employés fidèles ont commencé à regarder leur montre pendant les réunions. Un après-midi, alors que je faisais semblant d'être absorbée par un rapport trimestriel sans importance, j'ai entendu un directeur de compte principal marmonner à un collègue « Mec, j'aimerais que quelqu'un construise déjà quelque chose de mieux. » Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas bougé. Mais à l'intérieur, un feu de forêt a pris de l'étincelle. Quelqu'un l'était. Et très, très bientôt, ils allaient avoir le choix. L'élan s'était construit tranquillement. Mais le tournant s'est produit comme un éclair. 1 mois après avoir lancé Clarity Collective, j'ai signé mon premier client important, une entreprise de commerce électronique de taille moyenne qui avait discrètement rompu les liens avec l'agence de Daniel. Pas de scandale. Pas de feu d'artifice. Juste une sortie en règle. Et un DM qui disait simplement « Nous avons besoin de nouvelles idées. Peux-tu nous aider ?» Je le pouvais, et je l'ai fait. Nous avons conçu une campagne avec des messages plus précis, une stratégie plus propre et une authenticité que l'équipe de Daniel avait oubliée. En 2 mois, leurs ventes en ligne ont doublé. Les résultats n'ont pas chuchoté. Ils ont rugi. La nouvelle s'est répandue plus vite que je ne l'avais prévu. D'autres clients, ceux que j'avais sauvés discrètement dans les coulisses à l'époque où j'étais invisible, ont commencé à me tendre la main. Ils n'étaient pas hésitants, ils n'étaient pas curieux, ils étaient prêts. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il ne s'agissait même plus de Daniel. Il s'agissait d'affaires. Il s'agissait de construire quelque chose de réel, la chose que j'avais attendue trop longtemps qu'on me donne. Mais Daniel l'a remarqué. Oh, il l'a remarqué. Il y a d'abord eu les courriels passifs-agressifs sur la fidélité des clients et la gestion de la marque. Puis vinrent les réunions de travail tendues, les réalignements d'entreprises soudains qui ne trompaient les personnes. Daniel pouvait sentir le sol se dérober sous lui, mais au lieu de s'adapter, il a paniqué. Et puis, il a commis son erreur fatale. Il a essayé de débaucher l'un de mes nouveaux clients, l'entreprise de commerce électronique que j'avais aidé à reconstruire à partir de zéro. Il pensait pouvoir me faire des prix inférieurs, leur proposer des prix plus bas. Promets-leur des bureaux plus clinquants, des équipes plus importantes, un charme creux. Mais ce qu'il ne comprenait pas était simple. Les clients ne quittent pas les mauvaises agences à cause de l'argent. Ils partent parce qu'ils ont été trahis. Le client m'a transmis le fil de l'email sans un seul commentaire rédactionnel. Juste une ligne en bas de page. Tu es notre partenaire maintenant. J'ai juste pensé que tu devrais voir ce à quoi nous ne retournerons pas. Je me suis rassis sur ma chaise, en relisant cette ligne. Il ne s'agissait plus de battre Daniel. Il ne s'agissait pas de la promotion que je n'ai jamais eue, de la chambre dans laquelle je n'ai jamais été autorisée à entrer, du titre pour lequel on m'a dit que je n'étais pas fait. Il s'agissait de liberté. Il s'agissait de construire quelque chose que personne ne pourrait enlever. Plus jamais. Ce n'était pas le début de la fin. C'était le début de mon empire. Et Daniel? Il venait de s'enfermer dehors. Je savais que Daniel ne se laisserait pas faire sans réagir. Perdre 2 clients au profit de Clarity Collective, sans une seule annonce publique de ma part, sans un seul mot de représailles, a brisé l'illusion qu'il avait travaillé si dur à maintenir. Son emprise était en train de glisser, et il le sentait. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures apparaissent. Il a convoqué d'urgence une réunion de l'ensemble de l'entreprise. Le genre de réunion où l'on peut pratiquement entendre la panique s'échapper de l'invitation au calendrier. Je n'étais pas là, bien sûr. Je n'étais plus son employé. Mais le mot a voyagé plus vite qu'il ne le pensait. D'anciens collègues, ceux qui m'avaient soutenu discrètement, même s'ils ne pouvaient pas le dire à voix haute, m'ont mis au courant. Daniel se tenait à l'avant de la salle de conférence, le visage rouge et bouillant, fulminant au sujet de la loyauté et de l'éthique, comme un homme acculé par ses propres échecs. Il a qualifié Clarity Collective de trahison. Il m'a accusé de braconnage et a laissé entendre qu'il consultait des avocats pour protéger ses intérêts. Cela aurait été presque drôle si ce n'était pas aussi pathétique, parce que la vérité était simple. J'avais lancé Clarity Collective entièrement sur mon temps libre, bien après les heures de travail.
Je n'avais pas signé de clause de non-concurrence. Je n'avais rien volé. Les clients ne sont pas partis parce que je les ai attirés. Ils sont partis parce qu'ils voulaient être vus, respectés et entendus, et ils savaient où ils ne trouveraient pas cela. Mais Daniel n'était pas prêt à affronter cette vérité. Pas encore. Dans un moment de pur désespoir, il a commis sa plus grosse erreur. Il a fait part de sa colère en public. Un post LinkedIn, plein d'accusations, me taguant directement, utilisant des mots comme tactique prédatrice et vol intellectuel. Des affirmations qu'il ne pouvait pas étayer, des histoires qu'il ne pouvait pas prouver, des mensonges trop fragiles pour survivre à la lumière du jour. Et la lumière du jour est arrivée rapidement. En quelques heures, le message a explosé, mais pas de la façon dont Daniel l'espérait. D'anciens clients ont inondé les commentaires, me défendant sans hésitation. D'anciens collègues ont partagé des histoires qu'il avait enterrées pendant des années. Des histoires de crédits volés, de carrières déraillées, de talents gaspillés sous sa direction. Même des personnes qui étaient restées silencieuses ont ajouté leur nom au refrain. Un commentaire en particulier m'a marqué. Si perdre tes meilleurs talents à cause de leur propre génie est un vol, peut-être aurais-tu dû investir en eux quand tu en avais l'occasion. Un autre a dit « Regarder des gens bien réussir après avoir été sous-estimés, c'est ce que je soutiendrai à chaque fois. » Daniel a bien sûr essayé de le récupérer. Il a supprimé le message à la fin de la semaine, mais le mal était fait. Publiquement. De façon permanente. La réputation de son agence s'est fissurée comme une vieille peinture. Les clients ont commencé à chercher discrètement d'autres solutions. Les recruteurs ont cessé de répondre à ses appels. Les fournisseurs ont renégocié leurs conditions, ne voulant soudain plus lui accorder la confiance qu'ils lui offraient auparavant. Il n'y a pas eu d'effondrement spectaculaire. Il a été plus lent, plus humiliant. Une hémorragie lente qu'il ne pouvait pas penser. La mort par 1 millier de coupures, chacune d'entre elles dessinée par sa propre main. Et moi, je suis restée silencieuse, pas de tournée de presse, pas d'articles de presse, pas de ragots chuchotés derrière des portes closes. Je n'avais pas besoin de détruire la crédibilité de Daniel. Il m'a tendu les allumettes, il a versé l'essence. Tout ce que j'avais à faire, c'était de continuer à construire mon feu ailleurs, plus haut, plus fort, hors de sa portée pour toujours. Au cours de l'année suivante, les retombées sont devenues impossibles à éviter pour Daniel. Les fissures dans son empire ne se sont pas contentées de s'étendre. Elles se sont élargies. Elles ont englouti tout ce sur quoi il s'était autrefois appuyé. L'agence qui avait été un phare de prestige, celle qu'il avait fait parader comme une couronne, hémorragisait maintenant ses talents les plus brillants trimestre après trimestre. Tout d'abord, le responsable principal des comptes a donné sa démission. Ensuite, 2 des meilleurs directeurs de la création se sont éclipsés, ceux dont Daniel avait rejeté les idées comme étant trop ambitieuses. Et enfin, la discrète responsable des opérations, celle qui avait tranquillement fait tourner les rouages en coulisses, a remballé son bureau sans même un regard en arrière. Chaque départ a laissé un espace vide que Daniel n'a pas pu combler, parce que personne ne voulait construire des châteaux sous les ordres d'un homme qui passait ses journées à creuser des douves. Sa philosophie de leadership avait toujours été simple, et maintenant, enfin, tout le monde pouvait la voir pour ce qu'elle était. Reste petit, reste reconnaissant, restez sous ma coupe. Et ceux qui connaissaient leurs valeurs, elles sont parties. Les clients ont suivi. Ceux qui s'étaient accrochés à la loyauté ou à l'inertie, qui étaient restés pendant les turbulences après mon départ, ont commencé à s'éclipser aussi, l'un après l'autre citant de nouvelles orientations stratégiques ou des budgets de restructuration, avec l'imprécision polie que tout le monde comprenait mais que personne ne disait à haute voix. Daniel a essayé de cacher l'hémorragie avec des annonces tape à l'œil et des remises désespérées. Mais la peur a une odeur, et l'industrie pouvait la sentir sur lui. Pendant ce temps, Clarity Collective ne se contentait pas de survivre. Nous réécrivions les règles. J'ai construit une culture ancrée dans la transparence, la créativité et surtout le respect. Lorsque de nouveaux clients venaient nous voir,
ils ne se contentaient pas de rester. Ils nous envoyaient leurs amis. Ils nous ont envoyé des partenaires. Ils ont apporté des idées, de l'énergie et des rêves, et nous avons construit l'avenir ensemble. Et le meilleur. Notre travail a parlé plus fort que n'importe quelle histoire de vengeance que Daniel pourrait raconter. Des prix ont été décernés, des articles dans les publications de l'industrie, des invitations à des conférences, les mêmes scènes que Daniel s'est vanté d'avoir commandées. Un matin, autour d'un café, un ami m'a envoyé une capture d'écran. Il s'agissait d'un courriel envoyé par l'agence de Daniel, une ligne d'objets joyeuse sur la restructuration stratégique. Mais enfouie dans les petits caractères, la véritable histoire attendait. L'agence était en train d'être absorbée par une entreprise plus importante. Pas une fusion, pas agrandie. Absorbée, avalée en entier pour rester à flot. Le grand titre de Daniel, fondateur et PDG, a été discrètement rétrogradé au rang de consultant. Pas de propriété, pas d'héritage, pas de siège à la table qu'il dominait autrefois. Il avait été démantelé pièce par pièce, non pas par un scandale, non pas par un sabotage, mais par la conséquence inévitable de la construction d'un empire sur l'arrogance au lieu du leadership. L'homme qui a passé des années à convaincre tout le monde que je n'avais pas l'étoffe d'un leader ne pouvait pas reconnaître le leadership même lorsqu'il sortait de la maison. Et cette fois-ci, je ne regardais pas en arrière. Aujourd'hui, Clarity Collective ne fait pas que survivre. Il prospère, plus fort, plus fier et plus grand que je n'aurais jamais osé le rêver lorsque j'ai rempli ce premier document discret. 2 ans après avoir quitté l'agence de Daniel, je dirige une équipe de 10 personnes féroces et brillantes. Nous gérons des campagnes de plusieurs millions de dollars. Nous nous asseyons à des tables que je croyais enfermées derrière des murs de verre. Je participe à des panels sur les femmes dirigeantes, ce pourquoi on m'a dit un jour que je n'étais pas faite. Parfois, debout dans les coulisses, je me souris à moi-même avant d'avancer. Parce que maintenant, la pièce ne se contente pas de m'inviter à entrer. Elle attend ce que j'ai à dire. Notre liste de clients ressemble à la liste de souhaits que Daniel se vantait d'avoir obtenue. Certaines entreprises Zidlan sont venues à nous discrètement, en s'échappant de son agence sous le couvert de communiqués de presse polis. D'autres nous ont quittés bruyamment, annonçant qu'elles en avaient assez de la poudre aux yeux et qu'elles voulaient du concret. Nous ne les avons pas attirées avec des promesses. Nous les avons gagnées avec des preuves. Je ne mentirai pas en disant que c'était facile. Il y a eu des nuits où j'ai regardé des feuilles de calcul jusqu'à ce que mes yeux se brouillent, des mois où les échéances de paye ressemblaient à des falaises, et où chaque faux pas me paraissait impossible à franchir. Des erreurs qui m'ont fait me demander si je n'avais pas rêvé trop grand. Mais chaque doute, chaque faux pas, chaque crise de panique nocturne s'est transformée en quelque chose de plus fort. Résolu, résilience, confiance en soi. Chaque petite victoire, chaque appel positif d'un client, chaque contrat signé, chaque campagne lancée s'est empilée pour former une montagne que personne ne pouvait abattre. Quant à Daniel, son agence s'est éteinte, lentement mais publiquement. D'anciens employés ont parlé à voix basse de la toxicité qui régnait autrefois derrière les portes closes. Des clients ont parlé dans les couloirs de conférences de promesses non tenues et de visions assombries. Le club de vieux garçons qui l'isolait autrefois s'est fissuré sous le poids de nouvelles attentes. Transparence, respect, véritable leadership. Le monde a changé. Et Daniel est resté immobile. Je ne gaspille pas d'énergie à penser à lui maintenant. Parce que la vérité, c'est que Daniel m'a fait le plus beau cadeau qui soit. Il m'a sous-estimé. Il pensait que me dire que je n'avais pas l'étoffe d'un leader me mettrait en cage. Me rétrécir, me briser. Au lieu de cela m'a forcé à construire quelque chose de plus grand, de plus fort et de plus libre que tout ce qu'il pouvait imaginer. Aujourd'hui, lorsque j'entre dans une salle de réunion, ou une réunion de présentation ou un tout nouveau défi, je n'emporte pas ces mots avec moi. Je porte le mien, ceux que j'ai gagnés, ceux que j'ai construits. Tu es prêt, tu es capable. C'est toi qui l'as construit, et personne ne peut te l'enlever.